Bienvenue dans notre nouvelle plongée approfondie. Je pensais à un truc assez fascinant en préparant notre sujet du jour. Ah oui, à quoi? Au paradoxe de ceux qui maîtrisent parfaitement leur corps. Genre un danseur étoile qui traverse une scène ou un maître en arts martiaux. Ouais, cette impression de fluidité totale. Exactement. On a la perception immédiate d'une liberté absolue, quoi. Comme si le corps improvisait chaque mouvement dans l'espace sans aucune contrainte. C'est vrai que ça paraît magique de l'extérieur. Mais en coulisses, on sait très bien que cette liberté apparente, elle repose sur des décennies d'apprentissage, des règles anatomiques hyper strictes. Presque d'une rigidité militaire, en fait. C'est ça. Le pied placé au millimètre près, l'angle du genou calculé, la respiration synchronisée à la fraction de seconde. Et cette tension, justement, entre la règle stricte et le mouvement libre, c'est vraiment le fondement de la maîtrise corporelle. C'est paradoxal, non? Totalement. En fait, notre intuition première nous pousse à opposer la contrainte et la liberté, mais en biomécanique, c'est l'inverse. Comment ça? Une contrainte structurelle, si elle est parfaitement comprise par le système nerveux, c'est exactement ce qui libère le corps. Ça lui permet de ne pas s'enfermer dans des schémas destructeurs. Et c'est exactement le cœur de notre exploration aujourd'hui. On va décortiquer une étude très riche issue d'un article de Caroline Berger de Femini. Oui, qui est instructrice, formatrice et fondatrice du studio Biopilates Paris. Elle a aussi créé l'espace audio Biopilates Deep Dive et le sujet central de son étude, c'est la méthode STOT Pilates. Mais attention, on précise tout de suite pour ceux qui nous écoutent, Ouais, la mission ici, c'est pas de faire un simple cours de fitness ou de donner 3 astuces pour raffermir les abdos. absolument pas. L'enjeu dépasse largement le cadre du sport, en fait. On parle de quoi du coup? C'est une vraie réflexion sur la transmission d'un savoir complexe, sur la façon dont on construit la conscience corporelle, et surtout sur la préservation d'un truc que le texte appelle l'ADN de l'excellence. L'ADN de l'excellence, j'aime bien le terme. Ouais, et c'est urgent d'en parler, parce que l'industrie du bien-être actuelle, elle a tendance à tout diluer. On privilégie la commercialisation rapide au détriment de la vraie réalité physiologique humaine. Donc notre objectif, c'est de comprendre comment une discipline réussit un vrai numéro d'équilibriste. C'est-à-dire maintenir un héritage historique hyper rigoureux, vieux de 40 ans. Tout en intégrant les découvertes ultra-modernes. Voilà. Les neurosciences, la biomécanique d'aujourd'hui. Et pour comprendre ça, faut faire un saut dans le temps. Retour dans les années 80. C'est là que le point de bascule s'opère avec Moira Mériteux. Ouais, Moira Mériteux et ses collaborateurs. Parce que la méthode originale de Joseph Pilates, elle était brillante, hein. Elle l'était, mais elle restait figée dans les connaissances anatomiques de son époque, quoi. Et la démarche, ça n'a pas été de tout jeter à la poubelle. Non, au contraire. Ils ont disséqué l'héritage, ils ont passé tout le répertoire classique au crible et des connaissances modernes en kinésiologie. Ils ont déconstruit chaque mouvement. Exactement, pour comprendre quelle force s'exerçait vraiment sur les articulations. En fait, ça me fait penser à une analogie. Tu sais, le code source informatique en format ouvert, l'open source. Ah oui, je vois l'idée. Le noyau de base, l'architecture du programme, c'est le même. L'intention de départ est là. Mais on écrit des mises à jour constantes pour que le code reste compatible avec le nouveau matériel. C'est une super métaphore. Et le nouveau matériel ici, c'est le corps humain tel qu'on le comprend aujourd'hui? Avec une précision folle sur les fascias, les chaînes musculaires. Le système nerveux, ouais. Et ce qui empêche ce code source de se corrompre avec le temps, c'est la culture institutionnelle. L'étude cite Jim Heidenreich là-dessus, non? Le CEO de Meritiu. Tout à fait. Il souligne une évidence qu'on oublie souvent. On ne peut pas dupliquer ou accélérer 40 ans d'expérience. C'est pas juste une chronologie. C'est une culture de l'excellence. Voilà. C'est une véritable éthique du soin qui a été tissée après des millions d'heures d'observation clinique. Mais du coup, je bloque sur un point précis. Je me fais un peu l'avocat du diable. Vas-y, je t'écoute. Le document insiste sur cette éthique du soin, sur le refus de l'expertise instantanée. Mais aujourd'hui, le modèle dominant dans le fitness, c'est le fameux no pain, no gain. L'intensité maximale, ouais. On valorise les transformations en 30 jours, l'effort jusqu'à l'épuisement total. Comment cette éthique du soin arrive à survivre face à cette culture de la performance à tout prix? La rupture, elle est philosophique. Elle se trouve dans la définition même de l'objectif. C'est-à-dire? Dans la performance pure, le but, c'est d'accomplir une tâche mécanique, genre soulever un poids du point A au point B. Ou courir le plus vite possible. Ouais. Et le cerveau humain, il est programmé pour réussir la tâche, peu importe le coût. Donc si une articulation manque de mobilité, le corps va tricher. Il va compenser, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une compensation pathologique. Si tes hanches sont trop raides pour t'accroupir, c'est le bas de ton dos qui va se courber et absorber toute la pression pour descendre le poids. Aïe. Exactement.
L'éthique du soin, à l'inverse, elle place la qualité posturale bien avant l'accomplissement de la tâche. Donc le mouvement n'a de valeur que s'il respecte l'intégrité du corps. Voilà, faut maximiser la fonction musculaire sans jamais compromettre l'articulation. On refuse de répéter un mouvement si la base est mauvaise. Et cette philosophie, elle n'est pas juste théorique, elle est physiquement encodée dans 6 principes fondamentaux. Les 6 principes biomécaniques de la méthode, oui. Et au lieu de les lister bêtement, essayons de les visualiser. Imaginons quelqu'un qui va soulever une charge lourde du sol. Par quoi il commence pour pas se briser le dos? Le premier principe absolu, selon l'étude, c'est la respiration. Pas juste pour amener de l'oxygène, si j'ai bien compris. Non, c'est le moteur de tout l'édifice. La méthode exige une respiration diaphragmatique très précise, avec une expansion sur les côtés et à l'arrière de la cage thoracique. Et mécaniquement, ça fait quoi? Ça crée une pression intra-abdominale, une sorte de corset naturel, un cylindre de force qui stabilise la colonne vertébrale de l'intérieur. Avant même de bouger un bras ou une jambe, en fait. Exactement. Et ce corset interne, ça nous amène directement au deuxième principe, le bassin. La base de la colonne. L'étude parle de bassin neutre et de bassin imprimé. C'est ça. Le neutre, c'est le maintien des courbures naturelles de la colonne. Ça agit comme des ressorts pour absorber les chocs quand on est debout. Et la position imprimée, parce que l'étude dit que c'est une légère rétroversion du bassin, pourquoi faire ça? L'impression du bassin, c'est un mécanisme de sécurité indispensable quand la chaîne musculaire subit une contrainte inhabituelle, genre quand tu soulèves les 2 jambes du sol en même temps. Ah, parce que sans ça, le poids des jambes tire le bassin vers l'avant. Ouais, et ça provoque une hyperlordose lombaire. En gros, le bas du dos se creuse à fond. C'est ça, les abdos lâchent et les vertèbres lombaires viennent s'écraser les unes contre les autres à l'arrière. L'impression prévient cet écrasement destructeur. D'accord, donc on protège les lombaires, ensuite on remonte et on arrive à la cage thoracique. J'adore l'analogie de l'accordéo pour cette zone. Ah oui, c'est une super image. Souvent, on imagine la cage thoracique comme une boîte en fer, une grosse armure. Mais la méthode la traite comme le soufflet d'un accordéon. Elle doit s'ajuster en permanence. Ouais, s'étendre, se rétracter avec fluidité, pour relier le bassin aux épaules sans créer de cassure. Si ce soufflet est bloqué ou poussé vers l'avant, la tension remonte direct vers les épaules. Ce qui nous amène au 4e principe, les omoplates. La ceinture scapulaire, c'est fascinant comme zone. Un pont suspendu d'os et de muscles. Et contrairement à la hanche qui est bien emboîtée, l'omoplate, elle flotte littéralement sur la cage thoracique. Du coup, la stabiliser, ça veut pas dire la figer vers le bas. Surtout pas. C'est assurer un glissement en 3 dimensions, en parfaite synchro avec le bras. C'est ça qui évite les fameuses douleurs dans la nuque ou entre les omoplates. Exactement. Et en parlant de la nuque, le 5e principe, c'est l'alignement cervico-thoracique. La tête, c'est lourd. Très lourd. Son positionnement dicte l'équilibre de tout le haut du corps. Le cou doit être un amortisseur dynamique, pas un tuteur rigide. Et enfin, le 6e principe, souvent oublié ailleurs, l'alignement des membres inférieurs. Des hanches aux chevilles. C'est fondamental, parce que c'est l'ancrage. C'est par là que les forces terrestres entrent dans le corps via les chaînes cinétiques. Une chaîne cinétique, c'est la transmission de force d'une articulation à l'autre, c'est ça? Oui, comme des engrenages. Si ton pied s'affaisse un peu au sol, ton genou va compenser en tournant vers l'intérieur. Et ça modifie l'angle du fémur. Voilà. Et au bout de la chaîne, c'est le bas de ton dos qui encaisse une torsion à chaque pas. L'alignement empêche cet effondrement en cascade. Ok, je comprends. Mais attends, si je reprends mon rôle d'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. On vient de décrire un système où tu contrôles la pression de la respiration, l'inclinaison au millimètre du bassin, le glissement des omoplates, l'amorti du cou, la trajectoire du genou. C'est précis, ouais. Avec un tel niveau de contrainte, presque maniaque, on risque pas de transformer les gens en robots philo-bouchoirs? Des automates obsédés par la géométrie au détriment de leur propre adaptabilité? C'est une critique qu'on entend souvent. Mais l'étude démontre que c'est tout l'inverse qui se produit. Comment c'est à l'inverse? Ces règles, c'est pas un carcan statique, c'est une grille d'analyse dynamique. C'est parce que l'instructeur a cette carte mentale parfaite qui peut repérer la moindre petite compensation chez quelqu'un. Ah, donc si quelqu'un a le dos raide, l'instructeur le voit tout de suite. Exactement. Cette maîtrise très stricte des repères, c'est précisément ce qui permet de personnaliser la pratique à l'infini, d'adapter le mouvement à l'histoire et au corps de l'individu. Je saisis la nuance. C'est un peu comme un musicien de jazz, en fait. Faut maîtriser l'harmonie classique à la perfection avant de pouvoir improviser. C'est une très belle comparaison. Si t'as pas la structure de base, tu fais pas du jazz, tu fais juste du bruit. Mais le problème, c'est que maintenir ce niveau d'expertise, ça prend un temps fou. Énormément de temps. Et c'est là qu'on arrive dans une zone de turbulence. Le choc entre cet héritage patient et notre ère numérique obsédée par la vitesse et la rentabilité.
Oui, le défi de la transmission aujourd'hui, il est colossal. L'étude met vraiment en évidence la fragmentation du marché du Pilates. On voit partout des formations express non manquées. C'est ça. Des formations réduites à quelques jours qui délivrent des diplômes en effaçant toute cette complexité biomécanique dont on vient de parler. On transforme un système complexe en une petite chorégraphie vide de sens, quoi. Et c'est là qu'interviennent des figures comme Caroline Berger de Femini. Elle tente de faire le pont entre l'exigence de Meritiu et nos réalités modernes. Mais là, il y a une ironie saisissante quand même, hein. Ah bon? Laquelle? L'étude met en garde contre les dangers du numérique, les applis de fitness, les vidéos en ligne, qui déconnectent du ressenti corporel. Mais la source même de notre discussion, c'est un podcast créé par cette même experte. C'est vrai que vu comme ça, C'est faux. Utiliser le numérique pour alerter sur la déconnexion numérique. L'outil technologique n'est pas incompatible avec l'apprentissage du corps. en fait, l'incompatibilité, elle n'existe que si on confond l'outil et la finalité. C'est-à-dire, Essayer d'enseigner la proprioception uniquement à travers un écran, c'est absurde. C'est comme essayer d'apprendre à nager via une visioconférence. ouais, tu mémorises le mouvement des bras, mais t'as pas la résistance de l'eau. Exactement. T'es privé des retours sensoriels. Le vrai danger du numérique, c'est quand il prétend remplacer l'expérience physique. L'écran donne l'illusion de la compétence. Mais le système nerveux, lui, il a rien encodé du tout. Voilà. Par contre, l'étude explique bien comment utiliser le numérique de façon vertueuse. Un podcast, c'est pas fait pour remplacer le studio, ça le prépare. C'est un outil de transmission intellectuelle, donc. Oui, ça permet d'expliquer la théorie des chaînes cinétiques, d'éveiller la conscience de l'élève, et quand il arrive sur le tapis, son cerveau a déjà compris le pourquoi du mouvement. Le numérique prépare le terrain mental, mais l'ajustement physique, le contact visuel, l'empathie tactile de l'instructeur, ça reste irréplaçable. C'est le centre de l'apprentissage moteur, ouais. L'intégration théorique passe par les écouteurs, mais l'encodage du mouvement nécessite le toucher. Et pour éviter que les instructeurs soient isolés face à la pression commerciale, l'étude propose quoi? Des communautés de pratique. Oui, des communautés horizontales. Décloisonner le savoir en collaborant avec d'autres pros, des kinés, des ergonomes, des chercheurs en biomécanique. Ça permet de garder cet ADN de l'excellence vivant. Et surtout, ça évite que la méthode devienne un dogme sectaire. Ça reste une science vivante au service de la santé. Si on rassemble toutes les pièces de ce grand puzzle, la leçon est assez claire. La méthode Stott Pilates, c'est pas juste une liste de postures. C'est un langage biomécanique complet. Un langage très précis, oui. C'est l'art de garder une exigence de base tout en acceptant que la science moderne vienne l'affiner et l'optimiser. La liberté de mouvement passe par la compréhension de notre propre architecture. Je suis totalement d'accord. Et cette compréhension, elle passe inévitablement par l'humain. Le regard clinique, l'ajustement proprioceptif, manuel, tout ça exige une vraie présence physique. C'est rassurant, d'un côté. Oui, mais ça soulève une réflexion finale assez vertigineuse pour l'avenir, tu trouves pas? Oh, je sens venir la question qui tue, vas-y. On entre dans une époque où l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle développent des trucs dingues. Des combinaisons haptiques d'une précision inouïe. Ah ouais, des vêtements pleins de capteurs qui analysent le mouvement en temps réel. C'est ça. Imagine d'ici quelques années une seconde peau technologique capable de détecter 1 millimètre de déviation sur ton omoplate. Et qui pourrait appliquer une micro-résistance physique directe pour forcer le bon placement. Exactement. Qui reproduirait l'ajustement manuel du prof. La question c'est, est-ce qu'une IA couplée à une combi haptique pourra vraiment capturer cet ADN de l'excellence? Waouh, la technologie qui remplacerait le toucher expert. Ou alors, est-ce qu'on découvrira que la transmission de la conscience corporelle a absolument besoin de la dimension émotionnelle et de la sécurité que seul un humain peut offrir? Est-ce que la perfection mécanique suffit sans l'empathie? C'est fascinant. Et un peu troublant, non? Grave, c'est qu'une réflexion qui donne une toute autre dimension à notre rapport au corps et aux machines. Une question à méditer la prochaine fois qu'on fera une séance de mouvement, pour ceux qui nous écoutent. Définitivement. Eh bien, merci pour cette analyse incroyable. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée.